Bonjour et bienvenue à la deuxième saison du balado L'impact de l'exportation d'Exportation et Développement Canada. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. J'aimerais commencer par souligner que nous enregistrons cet épisode depuis mon bureau à Ottawa sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Nous tenons à prendre le temps d'honorer les communautés autochtones d'ici, où que nous soyons, et de nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Alors, je me présente, Mélanie Carter. Je suis directrice régionale de l'équipe des petites entreprises de DC et je suis ravie d'être votre animatrice aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir de vous présenter Nicolas Duvernois, votre nouvel animateur pour cette deuxième saison du balado. Monsieur Duvernois est le fondateur et PDG de Duvernois Esprit Créatif, qui est le plus grand producteur indépendant de spiritueux au Canada. Monsieur Duvernois est un véritable pionnier qui tient à redonner à la collectivité. Il est aussi connu pour sa participation à l'émission populaire de Radio-Canada, Dans l'œil du dragon. Bonjour, Nicolas. Bonjour, merci de me présenter aussi joliment. Donc, au cours de cette saison, Nicolas va s'entretenir une fois par mois avec des entrepreneurs canadiens et des experts de l'industrie pour analyser en détail ce dont les entreprises ont besoin pour réussir à l'étranger et croître sur la scène internationale. Il aura des discussions avec des entrepreneurs chevronnés pour parler des hauts et aussi des bas de l'exportation et de la manière dont ils ont surmonté d'importants défis en entrant sur de nouveaux marchés. Donc, encore une fois, Nicolas, bienvenue. On est ravis de vous avoir avec nous comme nouvel animateur pour lancer cette nouvelle saison. On est enthousiaste de t'entendre sur ton parcours incroyable qui t'a amené à la Fondation Duvernois Esprit Créatif et à la création de marques emblématiques au Québec comme Pure Vodka puis Romeo's Gin. Ton parcours de résilience et d'innovation est vraiment super inspirant. Puis je sais que c'est avec générosité que tu vas nous en partager un petit bout aujourd'hui. Aussi tout au long de la saison, au travers les différents épisodes avec lesquels tu vas t'entretenir avec d'autres entrepreneurs comme toi. Puis aussi, je dois t'avouer qu'on est un petit peu curieux de connaître l'homme derrière l'entrepreneur et puis on aimerait bien t'entendre un petit peu sur les passe-temps que tu as quand tu n'es pas occupé avec tous tes nombreux projets commerciaux. Donc sur ça, je te laisse te présenter un petit peu. Bien, parfait. Moi, j'aime bien me présenter comme avant tout un papa. J'ai trois enfants, donc Victoria, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Raphaël, 4 ans. Et puis, je suis avec ma partenaire de vie et ma partenaire en affaires, Caroline, depuis 19 ans. Donc, on a fait un bon bout de chemin et je compte en faire encore longtemps avec elle. Premièrement, donc, c'est ça, c'est un humain. Puis, deuxièmement, c'est sûr que je suis un entrepreneur. Je suis une personne passionnée. J'ai découvert l'entrepreneuriat un peu sur le tard quand même, parce que moi, j'ai fait sport-études pendant presque toutes mes études. Et puis, à la fin, je suis devenu entrepreneur. J'ai étudié à l'Université de Montréal en sciences politiques. J'ai un bac en sciences politiques et c'est à l'université que j'ai découvert que c'était possible de se lancer en affaires. Je savais que c'était possible en quelque sorte parce que je voyais qu'il y avait des entreprises, mais je n'avais jamais réalisé que c'était possible pour moi, que c'était une option pour moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu la brillante idée d'avoir comme première expérience en affaires de lancer ou d'ouvrir un restaurant. Ça a été un échec catastrophique, sauf que je suis tombé en amour avec l'entrepreneuriat malgré tout. Et quand je suis parti du restaurant, j'ai décidé de lancer ce qui, aujourd'hui, on appelle Duvernois Esprit Créatif, mais dans le temps, c'était Pure Vodka. C'était une marque de vodka, donc c'était la première d'une longue série de produits qu'on a aujourd'hui. Et puis, depuis, on est Duvernois Esprit Créatif, pas mal un leader au Canada, autant dans les produits alcoolisés que les produits non alcoolisés. On est presque 50-50 dans nos chiffres de vente, là, entre nos cocktails prêts à boire sans alcool et puis tous nos autres produits alcoolisés. Et puis, on est disponible, bien entendu, à travers le Canada, mais aussi dans plusieurs autres pays. Donc, c'est surtout pour ça que ça m'excite vraiment de pouvoir parler d'exportation, surtout que je suis, entre guillemets, un peu le résultat d'une exportation, parce que moi, mon père vient de France, de la région de Bourgogne. Donc, il est arrivé au Québec dans les années 60. Et ma mère vient du Saguenay. Donc, je suis un produit d'exportation de la France qui est arrivé à moitié ici et puis qui a fait en sorte que je suis fier d'être 100% français et 100% canadien.
on n'entend pas tout à fait l'accent français non plus, celui-là saguenéen. Fait que clairement, tu as passé beaucoup de temps à Montréal. Mais ça, c'est le défi de ma vie. Parce que ici, des fois, selon les mots, quelqu'un me dit: Ah, il me semble que tu as un accent. En France, définitivement, je suis un accent. En Belgique, on pense que je suis suisse. En Suisse, on pense que je suis français, mais ils ne savent pas de quelle région. Bref, moi, j'aime bien dire un accent Jacques Villeneuve. Tu sais, comme on ne sait pas trop d'où il vient, là, c'est pas mal ça, mon accent. Écoute, le candidat parfait pour parler d'exportation avec Exact. nous au cours de la saison. Donc, Nicolas, tu as mentionné, tu as un parcours international. Donc, ce balado ici traite principalement d'exportation, étant donné qui nous sommes, Exportation et Développement Canada, puis notre mandat chez EDC de supporter puis de faire croître les entrepreneurs sur la scène mondiale. Donc, on a hâte, en fait, de t'entendre plus sur ton expérience sur ce plan-là. Donc, avant de commencer, par contre, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu espères apporter au balado en tant que nouvel animateur? Ah ben, c'est clair que moi, j'aime les coulisses, hein. C'est passionnant, les coulisses de l'histoire entrepreneuriale de chacun des entrepreneurs qu'on va rencontrer. Et puis, j'aime avoir aussi le côté véridique. Pas juste le côté tout est beau, tout est fait facile qu'on peut souvent voir malheureusement dans certains médias où souvent on donne un grand titre pour attirer, mais après, les petits détails, on les laisse un peu plus dans le garde-robe en quelque sorte. Et puis, moi, je veux vraiment rendre ça humain. Je veux démontrer aux entrepreneurs qui nous écoutent et à toutes les autres personnes aussi qui nous écoutent que c'est possible d'exporter, que c'est pas nécessairement le truc le plus facile à faire quand on est en affaires, mais Mhm. qu'avec vous, EDC, tous les experts, je ne sais plus combien de milliers vous êtes, ben, c'est clair que vous devez, les entrepreneurs qui vont nous écouter, vous devez comprendre que EDC est là pour nous aider. C'est comme un mentor, un employé, un recherchiste, un défricheur qui nous aide. Et donc, il faut utiliser toutes les ressources qu'on a. En affaires, hein, chaque petite ressource qu'on peut aller avoir, qu'on peut aller chercher, va nous aider à atteindre notre objectif. Donc, je veux démontrer que c'est possible, que ce n'est pas juste une institution parmi tant d'autres, que ce n'est pas juste une folie de vouloir exporter, mais que ça peut être une réalité. Donc, je t'entends dire que tu vas aller dénicher là, les aspects tangibles pendant tes discussions pour que les entrepreneurs peuvent se voir à travers tout ça. Donc, écoute, j'ai bien hâte d'entendre toutes ces conversations-là au fil des prochains mois. Donc, écoute, parle-nous-en justement de ton parcours. Quelle stratégie as-tu utilisée, toi, pour faire croître du Vernois Esprit créatif à l'étranger? Puis, comment as-tu déterminé les marchés, en fait, qui convenaient le plus à tes produits? Alors, c'est clair que, bon, ben, moi, de par nature, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une partie de ma famille qui est en France. Donc, très rapidement, logiquement, en quelque sorte, je me suis dit, bon, ben, je vais commencer par ce marché-là. C'est un marché que je connais mieux que d'autres marchés, hein. On se rappelle, ça fait peut-être une quinzaine d'années qu'on s'est lancé en affaires. Et puis, ce marché-là était tout naturel pour moi. Un, pour la langue. Qu'on partage, notamment les entrepreneurs du Québec, mais aussi beaucoup d'entrepreneurs canadiens. Mais aussi le fait que c'est pas très Mhm. loin, hein, c'est un vol direct, on va se le dire. Tu sais, je calculais tout ça là, en compte. Ouvrir un premier marché qui est à 22 heures de vol, c'est plus compliqué qu'ouvrir un nouveau marché qui est à 6 heures de vol, on va se le dire. Et puis ensuite, je regardais le marché avec toutes les infolettres spécialisées que je recevais, toutes les revues que je lisais. Je voyais que le marché de la France était aussi consommateur d'un produit comme de vodka ou de gin, ce qu'on faisait. Et donc, c'était un peu tout naturel pour moi d'aller là-bas. Pour tout vous dire, les États-Unis, qui est un peu le American Dream de tout entrepreneur, qui est un peu le réflexe automatique, hein, on partage quoi, 8000 kilomètres de frontières avec eux, je le gardais pour plus tard parce que je le voyais beaucoup trop gros pour commencer. Et puis en plus, quand on dit les États-Unis, on s'entend qu'ils ont une multitude d'États. Des fois, dans chaque État, ils ont des réalités différentes d'un côté ou de l'autre de l'État. Donc, je trouvais que c'était plus simple de me concentrer sur la France, puis notamment sur Paris. Je vais vous le dire, moi, c'était Paris que je visais parce que je trouvais que c'était très important pour moi d'avoir un territoire qui était gérable en quelque sorte et pas de devoir me promener tout partout. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, vous savez, le fameux Google ben, nous aide, hein. Je ne sais pas comment les entrepreneurs faisaient avant Google, mais ben, ils le faisaient et très bien. On peut en voir plein d'exemples. Mais moi, ben, j'ai regardé comment je pouvais aller à chercher de l'aide à l'exportation. Et puis, c'est vraiment comme ça que je vous ai découvert. Je vous ai découvert vous, puis j'ai aussi découvert d'autres, je pourrais dire, bureaux, comme le bureau du Québec à Paris.
que je ne savais même pas qu'il y avait dans le temps, qui étaient aussi des partenaires potentiels pour m'aider à bien comprendre le marché, à faire un deuxième plan d'affaires. Parce que, tu sais, je m'étais fait un plan d'affaires pour me lancer en affaires. Mais un nouveau marché, ben, on recommence tout à zéro, hein. Et donc, plus intelligent, cependant. Effectivement, oui, il faut le planifier comme il faut, exactement. Exact. Et puis, ce que j'ai aimé quand j'ai très rapidement rencontré quelqu'un de DC, ben, c'était toute la panoplie d'options. C'était presque comme un buffet où on pouvait choisir qu'est-ce qu'on avait le plus besoin, qu'est-ce qu'on avait un peu moins besoin, qu'est-ce qui répondait plus à notre réalité. Parce qu'on se rappelle que, bon, mais moi, je suis un peu comme, ben, un peu, c'est une drôle d'industrie dans laquelle on est, mais on fait partie, disons, de la grande famille de l'agroalimentaire. La réalité est complètement différente quand on est une entreprise technologique, quand on est une entreprise industrielle, quand on est une entreprise, peu importe, là, quand on est self-employed, là, comme on dit, là, un auto-entrepreneur. Chacune de ces réalités-là est différente. Et donc, c'est comme ça que je me suis attaqué à ce projet-là. Ben, je suis contente que tu nous aies trouvés. Puis je dirais que tu l'as mentionné un peu, là, mais il y a un énorme écosystème justement pour accompagner les exportateurs, ben, les entrepreneurs, les exportateurs. Puis en fait, c'est de cogner aux portes, puis après ça, d'aller voir justement qui est disponible. Puis ça se pourrait très bien que vous veniez vers EDC, puis qu'on vous dise: Ah, écoutez, finalement, ça commence ailleurs, chez telle organisation, puis on vous met en contact avec d'autres. Puis faut pas être gêné. C'est ça, il faut ouvrir son cercle. Vous n'êtes pas seul là-dedans. C'est ça un petit peu le message. Ah non, il faut absolument poser la question. Au pire, c'est un non, tu Oui, sais, c'est puis ça. un non, bon, ben, c'est une virgule, c'est pas un point final, et puis on va voir ailleurs, tu sais. Effectivement. Puis des fois, c'est un non, pas maintenant. Ben plus tard. Ben c'est ça. Ben non, mais c'est ça. Puis des fois, c'est un non qui te pousse à réfléchir. Puis finalement, tu réalises que ouais, j'étais en train de faire une méga erreur. Hein. Il ne faut pas croire que les personnes qui nous disent non sont contre nous. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent non parce que selon leur expertise, selon leur étude du dossier, ben, c'est peut-être pas la bonne solution dès le départ pour nous, pour notre rêve, notre entreprise. Donc, non, le non, il faut vraiment faire son deuil et apprendre à vivre avec, Ouais, là. ouais, non, c'est super, c'est un bon point. Donc, en participant dans l'œil du dragon, tu as écouté de nombreux entrepreneurs présenter l'entreprise qu'ils souhaitaient faire croître. Quelles erreurs, tu dirais, revenaient le plus souvent dans leur plan d'expansion? Tu l'as mentionné, il faut en avoir un plan d'expansion. Fait que, quelle erreur est-ce que tu as vu le plus souvent? Puis, quels conseils donnerais-tu à ces entrepreneurs-là pour éviter de tomber dans ces pièges-là? Ben, la base même d'un entrepreneur, presque, c'est d'être un peu impatient, hein. C'est de toujours vouloir aller plus vite, plus loin, plus haut, rapidement. Et puis, des fois, je trouve qu'il y a des étapes essentielles à vivre. Trop souvent, je vois des jeunes entreprises avec énormément de talent, énormément de potentiel, un très beau succès local, mais un succès qui débute et qui n'est pas encore extrêmement stable, qui peut disparaître d'une minute à l'autre. On le sait, en affaires, c'est très, très sauvage en quelque sorte, le monde des affaires. Et tout de suite, ils veulent passer au deuxième niveau. Et là, moi, je trouve que bien souvent, ils ne sont pas assez solides déjà sur leur propre marché pour passer au deuxième niveau. Et je crois que chaque chose en son temps et pas tout en même temps. Et je le sais que ça fait mal de devoir attendre des fois 12 mois, 18 mois, 24 mois pour soit ouvrir un nouveau marché ou lancer un nouveau produit, disons, mais c'est tellement important qu'une fois la décision prise, qu'on soit solide, qu'on sait qu'on peut ne pas faire mal à notre marché d'origine avant d'ouvrir un nouveau marché. Il n'y a rien de pire que de prendre l'argent, disons, que tu as réservé pour ton marché d'origine pour ouvrir un nouveau marché. Parce que là, ben, tu coupes les jambes aux coureurs que tu as sur place pour espérer peut-être courir ailleurs. À un moment donné, ça ne fait pas de sens. C'est pour ça que je parle toujours de la préparation en exportation. Ça ne s'invente pas. Et puis le pire, c'est qu'on tombe tous dans le piège parce que dès qu'on commence à avoir un certain succès local, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un quelque part dans le monde qui lui en parle puis qui dit hey, moi, j'aimerais importer ce produit, donc que l'entreprise fasse de l'exportation. Mais ça, je trouve que c'est dangereux parce qu'il y aura toujours des occasions. Donc, n'ayez pas peur de prendre votre temps, malgré le fait qu'en affaires, la rapidité est importante, mais il faut une rapidité stable, une rapidité solide, un peu comme sur un vélo. Il faut vraiment être solide sur le vélo pour pouvoir commencer à vouloir faire le Tour de France, on s'entend. Et donc, c'est vraiment ça, moi, que je vois trop souvent comme problématique, c'est qu'on veut aller trop vite, mais qu'on n'est pas encore assez stable. C'est bien, super bon conseil. Donc, Nicolas, tu nous parles de prendre son temps.
Moi, de par mon expérience, j'ai aussi, parlé avec, de nombreuses, des centaines, peut-être milliers de compagnies, à travers mes années chez EDC. Puis je me rends compte que peut-être encore plus au niveau de la petite entreprise, je dirais qu'ils prennent les opportunités qui passent puis qu'ils sautent dessus. Puis des fois, ça prend cette opportunité-là, en fait, pour déclencher le cheminement à l'exportation. Puis que si l'opportunité ne s'était pas présentée, peut-être qu'ils seraient restés plus au niveau domestique. Fait que comment est-ce que tu gères ça, justement, cette fine ligne-là entre sauter sur une occasion puis être, opportunistique en anglais, versus songer, planifier, tout ça? Fait que comment est-ce qu'on prend le côté impatient puis qu'on s'en sert bien pour justement avoir du succès? Mais premièrement, il y a un point qui est tellement précieux et important que tu as dit au tout début. Toi, tu as la chance, et tous les conseillers de décès, d'avoir parlé, vu, étudié des centaines, des milliers de cas d'entreprises qui veulent faire exactement ce que l'entreprise qui vous contacte veut faire. Ça serait complètement cinglé de cette entreprise-là de ne pas vous écouter et de ne pas apprendre de tout ce que vous avez vu. Vous avez vu tous les bons coups, les mauvais coups, les pièges, les erreurs, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, je trouvais que c'était important à le soulever. C'est un peu comme ton banquier. On aime bien casser du sucre sur le dos de notre banquier, mais notre banquier, il voit d'autres entreprises aussi. Et donc, il sait plus ou moins quand même de quoi il parle. Tu sais. On n'aime pas se l'avouer, mais il faut se l'avouer. Hein, on croit toujours qu'on a la réponse à tous les entrepreneurs, mais non, on a accès à des personnes qui ont les réponses à tout, cependant. Pour le point de vue opportunité, ben là, il y a aussi quelque chose de non scientifique qui s'appelle le pif entrepreneurial. Et puis, des opportunités en affaires, tu en as tous les jours. Cependant, il faut savoir comment les filtrer. Il faut savoir comment les analyser. Et des opportunités qui ne font pas partie d'un plan d'affaires, ça ne veut pas dire que en décidant de ne pas le faire immédiatement, tu ne vas pas le faire, mais peut-être que dans ton plan d'affaires de l'année prochaine, tu vas pouvoir rentrer cette opportunité-là. Je te rappelle que l'exportation, c'est un long travail. Ça prend beaucoup de temps ouvrir un marché. Nous, avant de pouvoir être un vrai joueur, un vrai contender, comme on dit en anglais, en France, dans plusieurs marchés où on est aujourd'hui, ça nous a pris 4, 5, 6 ans d'efforts, de travail, de présence sur le terrain. Mais tu sais, on faisait des tout petites ventes au début. Et puis, on y allait étape par étape, tout en se concentrant sur notre marché d'origine qui permettait de faire vivre toute cette réalité-là. Et sur les autres marchés qu'on est aussi, eh ben, ça a toujours pris au moins une bonne année entre le moment de se dire, tu sais quoi, on vient de recevoir un contrat ou une approche par un importateur en Angleterre, ça a l'air intéressant, on a fait notre travail, on a étudié la situation, on a fait une étude de marché très importante, on a parlé à notre banquier, à notre conseiller EDC, à notre comptable, on a parlé à toute notre équipe d'experts là, pour prendre la meilleure décision. Tout le monde est plus ou moins d'accord que c'est une occasion qui peut faire du sens. Rentrons-le dans un budget, faisons un plan de match, nommons un responsable de ce marché-là et ensuite, go, on se lance. Mais c'est étape par étape. Et c'est ça qui est important à dire, c'est que souvent, quand on va faire une première commande au Japon, je me rappelle, nous, la première fois qu'on a envoyé nos produits au Japon, on a eu la chance de faire partie d'une mission commerciale. Ça aussi, ça fait partie de tout ce qui existe. Vous savez quelle mission commerciale se passe. Donc, on avait une mission commerciale spécialisée pour des produits de l'agroalimentaire organisée par le gouvernement du Québec, bien entendu, aidé par le gouvernement du Canada. Et puis, on a rencontré les acheteurs de pas mal toutes les grandes chaînes. Et puis, on s'est très bien entendu avec un acheteur, avec le président de Costco Japon. Et c'est comme ça que notre première rencontre s'est faite. Et c'est plusieurs mois plus tard, parce on oublie les détails, mais il fallait changer les étiquettes. Il fallait que ça soit écrit en japonais. Jusqu'à ce que je lance au Japon, je ne savais pas écrire japonais. Je ne sais toujours pas écrire japonais. Il fallait prendre un traducteur. Exactement. Il y en a beaucoup qui font des erreurs. Ils envoient les produits, puis là, l'importateur, il est comme, « Ouais, mais c'est écrit en français ou en anglais. » Mais nous, c'est obligé d'être écrit en japonais. Oups! Ça peut te coûter une fortune. Ça peut ruiner ton projet d'exportation, des erreurs comme ça. Et j'en vois très, très souvent. Et donc, tout ça pour dire que, encore une fois, ça a dû prendre un an avant que je vois nos produits sur les tablettes là-bas. Et donc, c'est toujours une question de détail. Tu sais, il y a une phrase en anglais qui se dit bien, qui dit The devil's in the details. Tu sais, le diable est dans les détails. Et l'exportation, ben, c'est ça. C'est un jeu d'équilibre parce que
Ici, tu gères ta business, tu vois au quotidien ton équipe, tes clients, tes partenaires. Là, tu dois faire la même chose, mais aveuglé, parce que tu ne le vois pas là-bas. Tu le vois par email. Alors, les détails sont importants. Effectivement, non, tout à fait. Excellent conseil, je te remercie. Tu l'as mentionné, là, il y a plein de bénéfices à exporter. Il y a tout plein de bénéfices, mais il y a des coûts, puis il y a des risques, puis il faut les gérer. Puis il y a plein de gens qui sont là, en fait, pour aider les entrepreneurs là-dedans. Fait que toi, d'après ton expérience justement dans l'exportation, comment peut-on trouver puis établir des partenariats avec des distributeurs et des fournisseurs sur des marchés étrangers? Moi, je crois qu'un des trucs qui est très important, c'est l'aspect humain. Puis il ne faut jamais oublier que quand on veut exporter, ça veut dire qu'on veut espérer vendre à un humain notre produit. Et cet humain-là, est-ce qu'il consomme comme l'humain qu'on connaît qui consomme ici? C'est super important, ça. Je vais prendre l'exemple pour moi, mais on va avoir des exemples tout au long de la saison. Nous, on est au Québec disproportionnément plus euh, orienté vers des spiritueux tels le gin, la vodka ou le rhum. Mais il y a d'autres marchés où je prendrais l'Italie, par exemple. Le gin est très populaire, mais le rhum pas du tout, et la vodka un peu moins. Et donc, si on est une compagnie de rhum, puis si on voit que ça marche bien, puis on se dit, hey, l'Italie, je crois que ça va marcher, mais que le client ne suit pas, ben là, il y a une problématique. Donc, je te dirais que chaque fois qu'on choisit un nouveau marché puis qu'on veut trouver un importateur, ben, c'est clair qu'il faut d'abord savoir de quoi on parle, nous. C'est pas juste l'importateur qui va tout te promettre terre et monde puis que lui va réussir. Il faut bien connaître son industrie. Ensuite, l'importateur, nous, c'est très important. On a des échanges, bien entendu, aujourd'hui avec la beauté du virtuel. La beauté et la non-beauté, là, tu me diras, mais la beauté du virtuel, on peut les rencontrer plusieurs fois avant de faire une première visite sur le terrain. Puis cette visite sur le terrain, nos produits ne sont pas encore lancés. Cependant, on fait une journée ou 2 journées ou même un salon professionnel qu'on fait, mais avec eux, puis on va voir des clients, puis on voit comment ils travaillent, puis on voit aussi c'est quoi les produits qui sont sur les tablettes, ça va être qui nos futurs compétiteurs, et puis on essaie de bien comprendre le marché et l'humain qui veut faire en sorte que notre produit soit un succès sur place. L'humain est la base de tout, on va se le dire. Très important de choisir un bon importateur et un bon distributeur parce que tout dépendant des industries, encore une fois, bon, ben là, des fois, c'est un importateur qui est lui aussi distributeur, mais des fois, c'est un importateur qui revend à un distributeur. En France, c'est comme ça. On a une quinzaine de distributeurs en France. Donc, tout ça, là, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et à un moment donné, même, on a été obligé d'engager une personne sur le marché c'était la meilleure décision qu'on a prise de notre vie, mais c'est un gros investissement. Mais c'est une personne qui connaît le marché, qui est notre entreprise littéralement sur place. Et c'est comme ça qu'on fonctionne la majorité du temps. Chaque marché qu'on a, on a une personne de terrain qui est directement en relation avec nous, qui travaille pour nous, qui fait partie de notre équipe et qui peut faire la job en quelque sorte avec les distributeurs et les importateurs à notre place parce que nous, on ne peut pas être partout. Effectivement. Donc, c'était la stratégie dès le départ, ça, ou c'est venu avec le temps parce que tu as appris de certaines erreurs ou de certains défis? C'était une évidence. C'est venu avec le temps, c'était une évidence. On a eu tous les mauvais importateurs. Je dis pas qu'ils sont mauvais, mais ils n'ont pas fait la job pour nous. On a fait toutes les erreurs qu'il fallait faire. On a vraiment eu un beau de book for dummies là, pour l'exportation. On a pas mal tout fait, malgré tous les conseils qu'on avait. Mais il y a toujours quelque chose qui arrive. Il y a toujours une mauvaise nouvelle, là, on va se le dire. En affaires, c'est pas juste des bons coups. Et on a travaillé sur notre modèle jusqu'au moment où on a trouvé notre modèle parfait. Et notre modèle parfait, c'est à peu près ce que je viens de te dire. C'est vraiment de bien choisir les intervenants, mais d'avoir quelqu'un sur place qui vient de là-bas, qui a déjà travaillé dans l'industrie et donc qui connaît déjà le marché. Oui, c'est ça. Écoute, tu as mentionné quelque chose de super intéressant, en fait. Tu sais, tu dis malgré le Exporting 101 for Dummies, je sais pas quoi, puis tous les gens qui étaient là pour vous accompagner,
vous avez quand même fait des erreurs. Absolument. Hein? Fait que le côté résilience de l'entrepreneur est super important. Oui, il faut être bien accompagné, mais il faut savoir que malgré ça, il va avoir des défis, puis il faut être capable d'apprendre de ça, puis de les surmonter, puis adapter la stratégie pour être capable de réussir. Absolument, parce que les erreurs qu'on a faites, c'est pas nécessairement d'avoir choisi le mauvais pays ou d'avoir choisi ou d'avoir fait une erreur financière. Non, les erreurs, c'est une fois qu'on est sur le terrain, une fois qu'on est sur le marché. On a fait une campagne de pub dans le métro, mais tout le monde prend le bus. On a fait une campagne. Tu sais, tu comprends? Il y a tellement des petits détails par la suite, mais toutes les aides qu'on a eues, les aides financières, il ne faut pas sous-estimer que EDC aussi nous aide, nous protège en quelque sorte financièrement avec les partenaires étrangers. Eh bien, ça a toujours bien marché parce que c'est un peu une science pure. Ils nous doivent 10 000 on reçoit 10 000 on est garanti 10 000 mais savoir où faire la bonne pub, savoir. Ouais, un autre exemple. En France, il y a la loi E20 qui fait en sorte qu'il y a une restriction très importante sur la publicité qu'on peut faire à travers nos réseaux sociaux ou la publicité, peu importe qu'on veut faire. On n'a pas le droit de voir d'humain dans les publicités là-bas. On n'a pas le droit de voir quelqu'un qui boit à la télé là-bas. Ici, on a le droit. On croit tout savoir, mais on sait tout pour ici, mais pas pour là-bas. Tu sais, c'est ça qui est. C'est que c'est une remise c'est un reset quotidien qu'on doit faire parce que c'est pas les mêmes règles, c'est pas le même pays, les amis, là. Oui, ouais, tout à fait. Mais ce que tu disais tantôt, l'humain derrière tout ça, puis de connaître l'humain permet justement de faciliter tout ça. Donc, j'aime bien ça. Puis il y a l'expression anglophone qui dit People do business with people they like. Fait que le côté humain, puis de prendre le temps de se connaître pour être capable de mieux réussir, ben écoute, c'est super important. C'est un excellent conseil. Absolument. Puis pour nous, le meilleur truc, c'est souvent, on aime faire des salons professionnels avec des futurs importateurs parce que là, tu es debout derrière un stand pendant 8 heures avec quelqu'un, tu apprends à le connaître pas à Oui, peu près. OK? ouais, effectivement. Pas juste un petit 10 minutes sur Zoom, là. Tu es 8 heures avec, tu manges des sandwichs, pas de croûte avec. Là, tu vois s'il est trop fancy pour toi ou pas, là, tu sais. Écoute, dans le futur, il y a plein de choses qui se passent là, sur le côté international, puis plein de nouveaux développements un peu partout. Fait que plein de tendances nouvelles, différentes aussi. Donc, écoute, dans le futur, toi, quelle tendance ou quel débouché est-ce que tu anticipes pour les entreprises canadiennes sur le marché mondial? Puis après ça, peut-être nous dire comment est-ce que tu penses que des entreprises vont pouvoir se positionner de façon stratégique pour justement tirer parti de ces occasions-là? Moi, je crois sincèrement qu'on est à l'âge d'or, au début de l'âge d'or de l'entrepreneuriat canadien, si les gouvernements suivent. Parce que les gouvernements, là, je ne demande pas d'argent, je demande juste de nous faciliter la vie. Ben, comme vous. Vous nous facilitez la vie. Vous ne faites pas des chèques à personne, là, en quelque sorte. Là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça que je demande. C'est qu'on croit à l'entrepreneuriat canadien. Et quand je regarde ce qui se passe au sud de la frontière, où ça va être un peu chaotique, là, ben, ça l'est déjà, là, on va se le dire, ben, les entreprises canadiennes, le Canada, a toute une réputation positive à travers le monde. Et donc, n'ayons pas peur d'exporter ailleurs. Pour des entrepreneurs québécois, je prends un exemple, je vais avoir un exemple pour les anglophones, mais pour les francophones, hein, il y a un continent comme l'Afrique qui n'est pas l'Afrique du roi lion, là. Oubliez ça, j'ai été plusieurs fois en Afrique. C'est des pays développés, c'est des vrais marchés, des vrais clients. Et ça, on a accès à ça relativement facilement. C'est pas l'autre bout du monde, en quelque sorte. Des fois, je trouve qu'on est trop le réflexe, les yeux virés vers le sud, quand on peut aller ailleurs. Et puis pour les entrepreneurs anglophones du reste du Canada ou les francophones qui parlent aussi anglais, eh bien là, l'anglais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ben, c'est la langue universelle pour le monde des affaires, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et donc, on peut ouvrir d'autres marchés. Il y a plein d'autres marchés qui sont superbes. Moi, je pense à l'Australie. C'est l'autre bout du monde, je vous le donne. Mais l'Australie sont obligés d'importer presque tout. C'est une île. Et donc, c'est un très beau marché pour certains. En tout cas, nous, dans les spiritueux, c'est un très beau marché. Je pense à l'Amérique du Sud, où hey, des pays avec des centaines de millions de personnes, là, tu sais, nous, le pays, on l'aime, mais il n'y a pas grand monde. Tu sais, quand tu arrives dans un marché ou dans une ville où il y a la moitié de la population du Canada, dans une ville, imagine à quel point tes frais de transport, quand tu veux développer ce marché-là, sont moindres. Bref, je crois que les États-Unis restent un superbe potentiel. Il y a beaucoup d'inconnus puis d'instabilité en ce moment, donc à voir, on va attendre.
Et si on choisit les États-Unis, très important de choisir un ou deux États pour commencer. Parce que le Vermont puis North Dakota, pas la même affaire, là. C'est même pas le même pays presque, là, tellement ils agissent différemment. La Floride puis l'État de Washington, tu sais, il y a la côte Est, il y a la côte Ouest, il y a le Bible Belt, il y a le Midwest. Ne dites pas je vais me lancer aux États-Unis. Moi, quand tu me dis ça, je t'écoute plus. Si tu me dis je vais me lancer dans le Massachusetts, parce que Boston, c'est le client, c'est une ville où il y a beaucoup d'universités. À la microbrasserie, il y a une grosse tendance là-bas. Ah, ça commence à me faire parler parce que qui dit microbrasserie dit microdistillerie. Qui dit université dit comme les grandes villes canadiennes où il y a beaucoup d'universités, les personnes ont un revenu supérieur. Là, ça commence à ressembler à un client qui pourrait me plaire. Tandis que le Wisconsin, j'ai absolument rien contre, mais le client est complètement différent. Il consomme beaucoup plus des produits locaux, donc tu auras moins de chances de vendre ton produit. Tu sais, il y a vraiment aussi toute la géopolitique, et ça, c'est une de mes forces, parce que j'ai eu un bac en sciences politiques, mais à prendre en compte quand on décide quel marché aller. Puis là, si ce n'est pas notre force, ben c'est la force de décès, donc il faut appeler. Ouais, non, effectivement, non, c'est un super bon point. Puis, écoute, il y a toujours des défis qui vont arriver, peu importe le marché dans lequel on fait affaire. C'est un petit peu question de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, hein, pour être le plus diversifié on est. Moi, on est affecté par les changements qui se passent à un endroit parce que le reste peut-être devra demeurer plus stable, etc. Parlant de tendance, on a parlé beaucoup justement du marché de l'Indo-Pacifique. Tu as mentionné l'Australie, en fait, qui fait partie de cette grande région-là. Il y a plusieurs marchés émergents aussi. Donc, stratégiquement parlant, là, les compagnies se préparent comment pour être capables de prendre avantage de ces beaux marchés-là? Mais moi, je crois qu'il faut y aller. Il faut y aller sur place, hein. Je ne dis pas d'amener avec nous des conteneurs de produits, mais il faut aller sur place puis il faut voir ce qui se passe. Parce que c'est vrai. Et souvent, ces pays-là, moi, je pense à l'Indonésie, je pense au Sénégal. Là, ce n'est pas Indo-Pacifique, mais le Sénégal, moi, j'ai vraiment mon œil là-dessus. Sur ce pays-là, là, il se passe vraiment quelque chose. La ville de Dakar, c'est incroyable, tout ce qui se passe. Mais moi, la Corée du Sud, le Japon, encore une fois, je crois vraiment qu'il faut aller sur place. Et souvent, ces pays-là font des salons pour vendre le pays, là, tu sais, des salons Welcome to Investors ou des affaires comme ça. Tu sais, je n'ai pas les termes, mais vous allez trouver facilement là, Invest in Australia ou Start your business in China, whatever, là, tu sais. Et c'est super important d'aller voir ce qui se passe et on va rester bête. On va rester bête. Moi, là, plusieurs marchés, j'avais des idées préconçues et je le redis, là, j'ai étudié en sciences politiques et j'avais des idées préconçues. Euh, et j'ai été surpris par la rapidité de développement de certains coins du monde, même le Vietnam, qu'on qu'on- qu'on- qu'on oublie là, souvent quand on parle d'Asie, mais c'est un marché, la Malaisie. Non, ouais, je pourrais continuer comme ça là, longtemps, mais la Nouvelle-Zélande, en plus, c'est beau. Donc, c'est le fun. Je vous le donne, c'est pas le plus proche, mais tout ce qui fait partie du Commonwealth, on a comme une facilité d'approche, tu sais? Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Excellent. Écoute, avant de conclure l'émission d'aujourd'hui, Nicolas, peux-tu nous dire ce qui te motive le plus à l'idée d'animer la deuxième saison de notre balado? Puis, est-ce qu'il y a des sujets ou des termes en particulier que tu as hâte d'aborder avec d'autres entrepreneurs? Ce qui m'anime le plus, c'est quand je vais dans un pays étranger et puis je vais à l'épicerie. Moi, je fais toujours deux choses dans un pays étranger que j'arrive. Je prends le taxi puis je pose plein de questions. Puis je vais à l'épicerie pour voir qu'est-ce que le monde mange. Quand tu vois ce qu'ils mangent puis ce qu'ils boivent, tu comprends le monde, OK? Mais quand j'arrive dans un pays, j'arrive en Belgique, ou j'arrive au Sénégal, ou j'arrive peu importe où, et je vois un produit canadien ou québécois briller sur une tablette, moi, c'est comme si je voyais Wayne Gretzky en train de jouer au Vietnam. Tu sais, je suis comme, oh my God, il y a comme la sauce piquante Fire Barnes au Costco en France. Tu sais, c'est comme, yes! Même si ce n'est pas ma business. Donc, c'est ça qui me motive. C'est que je ne comprends pas pourquoi nos produits. Et une côté de moi là, vient de France. Les produits agroalimentaires français brillent à travers la planète. Les produits agroalimentaires canadiens sont de même qualité et devraient eux aussi briller à travers la planète. Et pas juste les produits agroalimentaires, là, mais là, c'est parce que c'est mon industrie. Mais il- moi, ce balado-là, c'est une question de fierté. Hum.
L'entrepreneur, c'est pas juste un créateur d'emplois puis un créateur de richesse, c'est un créateur de fierté. Moi, quand je vois des entreprises canadiennes briller à l'international, ben, je suis fier parce qu'ils ont réussi à sortir de leur pays. Puis je suis pas mal convaincu, quand ils se sont lancés, tout le monde disait: «Tu n'as aucune chance de réussir». Écoute, tu es un modèle excellent, justement, à ce niveau-là. C'est Donc, gentil. merci beaucoup de participer. Puis, ça a été vraiment un plaisir d'apprendre à te connaître Ben, un merci peu beaucoup. aujourd'hui. Puis, merci pour ta contribution. J'ai hâte d'écouter toutes les discussions avec les autres exportateurs, Ça puis va être le fun. les entrepreneurs pour être capable d'en apprendre davantage sur ton propre parcours, parce que c'est sûr qu'il y a des petites anecdotes qui vont ressortir, c'est certain. Puis de comprendre justement d'autres industries autres que l'agro, puis aller voir justement eux leur parcours, puis les défis, puis comment ils ont surmonté, là, ça va être super intéressant. Donc, merci. Ben, merci beaucoup. Merci pour la superbe occasion. Super. Donc, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui dans le cadre du balado L'impact de l'exportation. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, nous vous invitons à vous abonner et à nous donner une note et à nous laisser un commentaire sur votre plateforme de diffusion préférée. Et sur ce, à bientôt.